en plus de projeter des films, quand est-ce que les jeunes viennent à l'Utopia? Est-ce que vous participez vous aussi à des dispositifs? Est-ce qu'il y a des actions hors dispositif aussi? Quel est un petit peu ce relationnel qui se crée avec le public? Donc je disais, j'ai pas compté, mais un peu plus de 20 ans, je pense que je bosse dans des cinémas. Je sais toujours pas vraiment ce que c'est que l'éducation à l'image. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est d'avoir un dialogue en fait avec des enseignants, avec des animateurs, avec des gens qui ont envie à un moment de se saisir du cinéma pour y amener des gamins pour qu'ils voient autre chose. Plus que d'éducation à l'image, en tout cas, c'est d'ouverture à autre chose. Voilà, c'est ça qui m'importe. Donc oui, on participe un peu, on participe de fait au dispositif école et cinéma, lycée au cinéma, collège au cinéma. Un prof qui va venir en disant, ben voilà, on va travailler sur tel sujet ou on va travailler telle œuvre littéraire. Eh ben au lieu de se dire oui, mais il y a au programme de lycéen au cinéma, il y a tel, donc les 3 films quoi, qui sont en plus estampillés éducation nationale et qui vont être d'autant plus faciles pour eux à programmer, à faire accepter par la hiérarchie du lycée. Mais ça, dans tous les établissements scolaires, ça va se retrouver de la même façon. Arriver à avoir une discussion en leur disant, bah voilà, vous allez bosser, je sais pas, vous allez bosser les liaisons dangereuses. Alors il y en a peut-être un qui est très peu connu, c'est celui de Vadim. Leur montrer le film. Là, je pense pas qu'il soit encore disponible, mais il y a quelques années, on avait fait des projections de ce film en 35 mm et ça avait été un franc succès auprès des élèves. Mais parce qu'il y avait du coup, à partir du moment où on a une discussion avec les enseignants, avec les animateurs, quelque chose de direct, on a l'assurance, la certitude aussi que derrière, les élèves vont pas arriver un petit peu comme en colo dans la salle sans trop savoir ce qu'ils viennent voir. Enfin voilà, je dis pas qu'il faut un gros travail de présentation et avant de venir dans les salles. Moi, je serais plutôt partisan d'ailleurs quand on découvre un film, qu'on le découvre le plus vierge possible en fait. Mais en tout cas que ce soit pas une sortie purement ludique, voilà. Et puis il y a par ailleurs le risque aussi de voir les cinémas ou certains cinémas se transformer en annexe de la classe, d'être le cinéma obligatoire, le cinéma éducation, par opposition finalement à ce qui serait le cinéma ludique, le cinéma fun, qui serait autre chose. Donc voilà, il faut qu'on fasse attention en fait en permanence à éviter cette catégorisation. Je vais laisser peut-être la parole à François Boutonnet qui voulait intervenir sur le sujet. Oui, en fait, c'était pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il y a quand même des possibilités de lien entre la salle de cinéma et passeurs d'images. Par exemple, nous faisons depuis plusieurs années, parce que le parcours de passeur d'image, c'est pas simplement fabriquer un film à un moment donné. D'ailleurs, on peut même ne pas fabriquer un film. C'est un parcours justement dans la réalité de l'image du cinéma, le voir, le faire et puis partager tout ça. Et donc nous, par exemple, nous faisons en préalable même à la construction d'un film ou le début d'écriture de scénario, nous faisons un atelier de programmation cinéma pendant lequel le groupe d'ados qui va ensuite travailler sur la création d'un film travaille avec la programmation de Cinémaginaire pour voir quel film il pourrait être regardé. Donc, ils regardent des bandes annonces, etc. Ils font des choix de programmation et ensuite, ils organisent une séance en direction des jeunes, hors temps scolaire, hein, bien sûr, un mercredi après-midi ou un samedi après-midi, de manière à ce que ils s'occupent eux-mêmes donc de la présentation de la séance, de la préparation, de l'affichage, de constituer une affiche et de présenter le film aux jeunes qui seront présents dans la salle. Donc oui, je pense que d'associer un groupe de jeunes à la programmation d'une salle de cinéma, ça peut être aussi un moment important dans un parcours éducatif. Est-ce que justement, c'est des choses que vous avez peut-être fait déjà dans d'autres cadres, hein, ce type d'atelier de programmation? Oui, bah, disons que moi je l'ai expérimenté effectivement dans le cadre de passeurs d'images, mais alors là ça remonte, c'était à Calais
dans les années 2000, par là, quoi. Et ça avait été quand même un petit peu compliqué, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je propose, indépendamment de passeurs d'image, mais qu'on propose très très souvent. Je fais ça en permanent, enfin avec des étudiants en cinéma à Montpellier. On crée des séances publiques, ils ont un petit module de travail. Et c'est super marrant de faire bosser des jeunes étudiants en cinéma qui pensent tout connaître du cinéma et qui se frottent justement à cet aspect-là du travail. C'est assez chouette. Et ici, là, récemment, enfin voilà, c'est des choses auxquelles on a commencé à travailler, qu'on a proposé à un collège notamment, parce que mais c'est la rencontre qui détermine encore une fois. Bien sûr. Marie aussi, peut-être que tu veux intervenir sur ce type d'action. Non, nous, on n'a pas encore pu se lancer dans les ateliers de programmation. Ça fait partie des 1000 choses qu'on aimerait pouvoir développer et auxquelles on arrive un petit peu en ce moment à réfléchir du fait d'avoir un peu plus de temps. Mais c'est vrai que ça fait partie des super projets qu'on aimerait pouvoir mettre en place prochainement. Ouais. Christophe. Je vais rebondir quand même parce que nous, on en fait depuis vachement longtemps des ateliers de programmation, donc avec le support du court-métrage, et on l'a fait la dernière fois, ou il y a 2 ans, je ne me rappelle plus, avec la Cinémathèque de Toulouse, où ça s'était bien passé parce que ils ont une petite salle toute petite. Donc, comme on n'avait pas beaucoup de jeunes, nous on était avec notre groupe de jeunes, hein, souvent ça dépasse pas 10. Hein. Et donc c'était vachement bien. Et l'idée qu'on a pu mettre en place avec la Cinémathèque, je ne sais pas si c'est possible avec vos cinémas, mais je pense que ça pourrait l'être aussi, c'est qu'il y a eu une visite guidée du côté technique en fait. Donc rien que les amener dans la salle des machines, de voir un peu les projecteurs et de discuter avec les gens qui étaient là. C'est vrai qu'à la Cinémathèque, il y a aussi ce côté, il y a plein de bouquins, quoi. Enfin, voilà, une grande bibliothèque derrière avec aussi plein d'affiches, plein de choses comme ça. Il y a un côté un peu ludique. Et mine de rien, cette petite visite, ça les a vraiment surpris, étonnés, et ça a permis de créer encore une fois un chouette lien, quoi. Après, je vais pas aller jusqu'à dire que ces jeunes vont revenir à la Cinémathèque. J'y crois pas. Hein. En plus, voilà. Mais bon, en tout cas, on aura fait ce qu'on a pu. Ouais, c'est ça, déjà. Oui, c'est un travail à long terme. Mais déjà, faire découvrir ce genre de lieu, c'est fantastique, quoi. Justement, voilà, une séance accompagnée passeur d'images, donc comme elle est imaginée, pensée dans le dispositif. Après, voilà, sur le terrain, on voit bien sûr que c'est pas toujours la réalité. L'idée, c'est non seulement d'aller voir un film, mais c'est aussi de rencontrer un lieu, de rencontrer des gens, de rencontrer des métiers. C'est comme ça que ça a été imaginé. François, tu voudrais aussi intervenir. Donc, je rappelle que François connaît très bien aussi le dispositif qui mène des actions passeurs d'images depuis plusieurs années. Oui, c'était juste pour dire que on avait aussi au niveau de Cinéma Imaginaire inventé il y a quelques années en arrière un atelier qu'on appelle les films du garage. Comme il y a des gens qui se mettent à faire du vin alors qu'ils sont pas du tout viticulteurs, et on appelle ça les vins du garage puisqu'ils ont été faits dans le garage. Et donc on voulait ouvrir un débat et puis une fenêtre de projection et de monstration de films pour des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, mais enfin ça concernait beaucoup de jeunes. Qui font avec un portable, avec une petite caméra, un premier travail de montage de cinéma pour eux, hein, dans leur temps libre, sans organisation particulière, et qui donc on organise comme ça 2-3 fois dans l'année une soirée entière où il faut s'inscrire assez longuement à l'avance et où des jeunes qui ont fabriqué un petit film de moins de 20 minutes viennent le montrer, expliquer comment ils ont fait, comment ils ont été, hein, et il y a un échange avec la salle, avec d'autres porteurs de projets, et ça crée une sorte d'ébullition autour de la création. Du coup, il y a un jeune qui va dire, ah ben ouais, mais moi pour le prochain essai que je voudrais faire, j'ai besoin de quelqu'un comme ça, etc. Donc il y a la salle de cinéma à ce moment-là est un lieu d'échange et de rebond pour des projets en cours et puis de confrontation à un public exigeant.
Voilà, c'est aussi une porte, une possibilité que la salle de cinéma peut offrir. Merci pour ton intervention. Est-ce que justement vous voulez peut-être témoigner, comme François, d'autres formules que vous avez pu tester, mettre en place, même si c'est pas directement en lien avec ce dispositif, parce qu'on comprend bien qu'il est en cours d'évolution et qu'au contraire, là, avec les années qui suivent, vous allez peut-être pouvoir vous en emparer par la suite, si c'est pas encore fait. Nous, sur le dernier projet qu'on a mis en place là pour Passeurs d'images, on va essayer. On va essayer de faire quelque chose. On ne sait pas ce que ça va donner, mais c'est en plus de leur montrer des films, d'en discuter, tout ça. Enfin, ce qu'on fait d'habitude, c'est de les faire se déplacer dans des lieux culturels. Alors, on a ciblé 3 ou 4 lieux, alors qui peuvent être une salle de cinéma, qui peuvent être un lieu de type théâtre. Un plateau de cinéma aussi ou la télé pour qu'ils rencontrent des gens, dans ce domaine-là. Et on se dit on va essayer d'organiser des sessions qui vont pas être très très longues, hein. Ça va être 2 heures à chaque coup, je pense, de 3 heures, et mais de les faire se déplacer dans des lieux, enfin en tout cas le petit groupe qu'on aura, et on verra ce que ça va donner. Donc voilà, je sais pas. C'est expérimentation. Tout à fait. Moi, il y avait quelque chose que j'avais réussi à mettre en place sur plusieurs séances avant mars 2020, avant que tout soit un peu à l'arrêt. On avait mis en place avec des jeunes qui fréquentent les maisons de quartier de Colomiers des séances les vendredis, veille de vacances scolaires, où ils avaient du temps psychologiquement disponible et du temps pour venir. Et en fait, l'idée, c'était de leur montrer des films dont on supposait qu'ils seraient peut-être pas venus les voir. Peut-être qu'ils seraient quand même venus, mais en tout cas, on s'était dit que tel animé japonais était peut-être pas leur priorité, ou le dernier Tim Burton en VO peut-être, mais peut-être pas en VO. Donc on essayait comme ça de les attirer avec des ateliers complémentaires aux projections. C'est-à-dire qu'eux venaient plus tôt dans l'après-midi. On avait fait une rencontre avec une maquilleuse d'effets spéciaux qui habite dans la région, et donc elle leur avait expliqué comment faire des fausses blessures, des balafres, etc. Et évidemment, ils ont adoré. Puis ensuite, ils avaient la projection d'un film. On avait fait aussi un atelier de cascade avec des cascadeurs de cinéma qui étaient venus aussi une après-midi dans la salle de cinéma. Et en fait, voilà, on s'était dit, même si c'est sur du hors-temps scolaire, si ils sont malgré tout un peu captifs de leurs animateurs de maisons de quartier, on est encore dans un truc plus ou moins subi, avec des gros guillemets, mais quand même. Et donc là, on s'était dit, on va faire effectivement, comme on disait, des rencontres avec un professionnel ou une professionnelle suivi d'un film. Et après, le temps que les parents viennent les récupérer, on avait le temps de discuter dans le hall du film, de l'atelier. Et ça, on était assez contents d'avoir réussi à mettre ça en place. Ça permettait de travailler avec des partenaires régionaux et de montrer des films qui nous tenaient à cœur. Et on s'était dit, comme ça, on va aller crescendo. On va montrer des films peut-être de plus en plus difficiles. Mais bon, on n'a pas pu. On s'est arrêté, en course. C'est pas grave, on redescend les marches, puis on va remonter. Mais ça, c'était un truc qui vraiment était assez fédérateur auprès de tout le monde. Et de l'équipe du cinéma, et des partenaires régionaux, et des jeunes, et de leurs accompagnateurs, et des parents qui étaient super contents que leur enfant ait passé une après-midi, soirée complète. Enfin, voilà. Donc ça, on a hâte de pouvoir remettre ça en place. Oui, voilà. Là, c'est un peu stoppé. On connaît tous la situation actuelle, malheureusement, mais c'est plutôt positif. Voilà, si on voit déjà des petites graines qui ont été semées. Pour en revenir aux différents rôles, en fait, aux partenaires de passeurs d'images, c'est vrai qu'avant tout, donc, c'est un dispositif qui fonctionne avec un appel à projet. On est obligé de passer toujours par ces premières phases qui sont peut-être pas les plus rigolotes, mais de montage de projet avant d'être dans l'action de terrain. Et c'est là que se crée un petit peu cette importance pour les rencontres futures d'un trio
partenaires. Donc, je rappelle, ce trio, c'est une structure culturelle. Souvent, c'est la structure où on a des intervenants qui vont faire les ateliers plutôt de création. Une structure des publics où là c'est assez large. Souvent dans Passeurs d'images, on est dans du hors temps scolaire, donc on est plutôt dans des types de structures type centres sociaux, MJC, parfois médiathèque. Ça peut être très large, ça peut être le centre de loisirs aussi. Et ensuite, on a ce partenaire de diffusion. Donc, on est à peu près à 50-50, hein, c'est-à-dire que à la fois, on a les diffusions en salle, donc un partenaire plutôt salle de cinéma, et ensuite d'autres types de partenaires pour les séances en plein air. Ce dossier, souvent, ce sont les structures culturelles qui s'en emparent et qui vont faire cette étape-là. Mais nous, ce qu'on recherche aussi, c'est pas interdit, loin de là, ça n'a jamais été mentionné. C'est que les salles de cinéma peuvent aussi s'en emparer en tant qu'action directement et pas juste être greffées par la suite pour montrer un film à la fin du parcours. Voilà, ce qui peut être intéressant, c'est aussi de monter le projet dès le départ ensemble et pourquoi pas de le déposer et de réfléchir à toute une programmation qui va être liée à cette création aussi. Voilà. Est-ce que vous avez peut-être d'autres... alors, soit peut-être que vous avez aussi, vu que certains n'ont pas mis en place de projet Passeurs d'images, peut-être que vous avez des questions aussi sur ce dispositif pour mieux le cerner, ou d'autres exemples d'actions de terrain ou d'envie pour le futur à développer avec les publics. Alors, peut-être moi, je m'interrogeais sur la tranche d'âge qui était concernée par ce dispositif. Alors, c'est vrai qu'on est sur un dispositif qui touche les moins de 25 ans. On s'aperçoit, avec les années, qu'on a plutôt une tranche d'âge qui est entre 11 et 16. On a du mal à toucher les plus jeunes. Il y a quelques projets avec les plus jeunes, mais c'est vraiment très aléatoire. On est plutôt sur du collégien. Et après, on a beaucoup de difficultés à toucher les 20-25. C'est vrai que c'est aussi plus rare. Et Christophe qui a mené des actions, d'ailleurs, je pense que tu as plutôt touché des jeunes collégiens. Ouais, avec Passeurs d'images, c'est plutôt retrouvé avec des collégiens. Parce que nous, le problème que je peux pointer du doigt, nous, c'est avec les structures d'accueil du public. En fait, les partenaires culturels, les partenaires de diffusion, salle ou autre, il n'y a vraiment aucun souci. 3 coups de fil et on se met d'accord. Les partenaires, par contre, d'accueil de jeunes, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que c'est vraiment un monde qui est à part. On doit les rencontrer, on doit avoir d'énormes discussions avec eux, monter un groupe, même si eux, ça leur paraît super simple, en fait, dans la réalité, ça l'est pas du tout. Et ils ont souvent un public qui est un peu volage, on va dire. Parce que c'est pas des publics où c'est une obligation, hein, c'est eux qui ont envie de venir, quoi. Et c'est plus, ils ont plus de facilité à toucher des jeunes de collégiens, on va dire, collégiens au début lycée, que des jeunes d'un peu plus vieux, quoi. Parce que tous ceux qui ont 20-25 ans, en fait, ils viennent une fois, puis après on les revoit plus, quoi. C'est ce qui nous renvoie, en tout cas. Donc c'est eux qui nous amènent sur ce public-là, j'ai l'impression. C'est pas forcément une volonté de notre part, quoi. Et ce qui va être très difficile, qui va être difficile, c'est de créer la confiance, le lien entre nous et les jeunes, quoi. Et ça, c'est une fois que ça c'est fait, on a déjà bien avancé. Et après, c'est très agréable aussi parce que moi, au sein des vidéophages, on a fait une expérience aussi différente où là, on a été pris, en fait, comme intervenant culturel et lieu de diffusion sur un atelier. Et là, c'était vachement bien parce qu'on s'occupait de rien. Et alors que quand on est porteur de projet, donc je le signale pour les salles qui auraient envie de le faire, quoi. Le gros du taf, c'est quand même arriver à trouver une équipe de jeunes et puis qu'ils soient volontaires, qu'ils soient à fond et qu'ils soient là, quoi. Rien qu'ils soient là, c'est pas mal.
C'est vrai que, alors peut-être que François pourra témoigner sur cette partie. Ce qui est super dans Passeur d'images, c'est quand on arrive en effet à avoir un suivi, peut-être à retrouver des jeunes ou à travailler en tout cas avec les mêmes partenaires pendant plusieurs années, sur plusieurs sessions, où là je pense qu'une confiance justement se crée plus facilement avec le temps. Je sais que François travaille à Elne depuis plusieurs années. Est-ce que tu veux témoigner de cette expérience-là ? Oui. Bon, c'est vrai que dans le département des Pyrénées-Orientales, la situation est un peu singulière, hein, puisque les projets passeurs d'images peuvent être développés en milieu urbain dans les territoires qui sont éligibles à la politique de la ville. Et dans les Pyrénées-Orientales, il n'y a que 2 communes où il y a ces territoires. C'est à Perpignan, où il y a 5 ou 6 quartiers qui peuvent répondre à la politique de la ville, et puis le centre-ville de la ville de Elne. Donc, il se trouve qu'au centre-ville de la ville d'Elne, il y a un cinéma municipal dont Cinéma Imaginaire est exploitant animateur depuis de nombreuses années, et que le lien avec le quartier, etc., est très important. Et donc, pour nous, c'était assez naturel de travailler avec le centre social de Elne, de la ville d'Elne, pour développer Passeurs d'images. Il se trouve que comme l'ont fait remarquer d'autres intervenants avant moi, c'est peut-être l'étape la plus compliquée, c'est de former un groupe de jeunes. Et donc, l'aide d'une structure qui est sur le terrain est vraiment précieuse. À Elne, on a pu, nous, depuis plusieurs années, suivre. Alors, c'est pas forcément le même groupe de jeunes, mais il se trouve que d'une année sur l'autre, il y a toujours 2-3 jeunes qui font la transition avec le groupe suivant. Et donc, il y a une sorte de, pas de permanence, mais d'élévation qui s'est installée, parce que en 4 ans, les défauts du début ont disparu, d'autres problématiques sont apparues, etc., etc. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Et en plus, c'est suivi par l'ensemble des jeunes, même si le groupe de jeunes constituant le groupe de travail de passeurs d'images, c'est une dizaine de jeunes environ. Après, par contre, la diffusion et puis tous les alentours de cette action, ça concerne une 60aine de jeunes. Voilà, je ne sais pas si je... Pour ce témoignage, oui, on se rend bien compte des difficultés aussi à toucher ces publics. En effet, selon le rôle qu'on a, on dépend aussi de ces partenariats. C'est pour ça que je rappelle que avant tout, passeur d'images, c'est ce travail-là qui est important au départ pour pouvoir se lancer. C'est bien d'établir des liens avec des personnes de terrain. Est-ce que justement au cinéma Utopia, Bordeaux Rouge, on parlait donc des actions, des publics. Est-ce qu'il y a une volonté de toucher le public de proximité, une volonté de faire des actions particulièrement dans le quartier ? Ou est-ce que vous êtes plus large, vous êtes dans la rencontre au sens général de toute façon ? La rencontre au sens général, elle passe par le quartier. Je sais pas comment. Il n'y a pas de frontière excluante non plus. Enfin, tu vois, c'est en écoutant, je me disais en fait, c'est vrai que nous, comme on est une toute petite équipe, on est 4 pour faire tourner la boutique, on est 4 à tout faire en fait, de l'accueil du public, de la caisse jusqu'à la fermeture, jusqu'à l'administratif, tout ça. On n'a pas toutes les compétences et en fait, du coup, c'est aussi une force d'être en permanence en recherche de partenaires en fait. Et je pensais à un truc qui est en train de se construire, mais c'est toujours en termes de rencontres et qui va avec ta question. Hier, je rencontrais une nana de la ville de Toulouse et une animatrice fraîchement embauchée. Alors, je me souviens plus trop du nom du dispositif. C'est le CLAS. Ça existe, ça ? Ça te parle ? Enfin bref, un truc de périscolaire, d'aide aux devoirs, de choses comme ça. Et ils étaient un peu en galère. Ils cherchaient un lieu parce qu'il y a une salle municipale à côté du cinéma, mais
c'était qu'un seul jour par semaine, ils avaient besoin d'un deuxième jour par semaine. Il se trouve qu'on a une petite salle de réunion à l'étage qui sert pas forcément, je les reçois, on discute un peu. Et en fait, ce qui est assez formidable, c'est qu'avec cette animatrice, elle va être en permanence avec entre 5 et 15 gamins. Et on va voir comment ça va se passer. On les accueille, ils vont, voilà, je sais pas du tout ce qu'elle va, enfin je sais pas si je sais un petit peu ce qu'elle va faire avec eux quand même, mais quoi qu'il en soit, on a déjà envisagé de mettre en place des liens entre le cinéma, le travail du cinéma et ce qu'elle va faire. Mais c'est pas une obligation. C'est pas, on se met pas un carcan en fait sur les épaules en se disant il faut qu'on arrive à mettre quelque chose en place. Par contre, si à l'usage on trouve ça pertinent et si les occasions font les larrons, on aura plein de, on a déjà convenu qu'on allait trouver plein de bêtises à faire ensemble et de choses à la fois amusantes, intéressantes, mais surtout qui vont lui permettre à elle de bosser différemment avec les gamins. Les gamins, ça va leur permettre d'avoir une approche différente du lieu dans lequel ils viennent travailler. Enfin voilà, ça répond à peu près. Et là, on est dans l'hyper local pour le coup, puisque c'est l'école Bordeaux Rouge à côté. Enfin, c'est qui va étraîner ça. Mais en même temps, ça se retrouve sur plein de choses différentes. Donc c'est vrai que naturellement, géographiquement, ceux qui viennent nous trouver, ceux avec qui on est en contact, c'est les gens c'est Bordeaux Rouge, les Isards, en gros, notre quartier de travail, de proximité avec des professionnels, des animateurs, des associatifs, voilà, qui vont, en tout cas avec les jeunes qui vont porter ce travail-là, quoi. Oui, même si bien sûr il n'y a pas de frontières, ça on comprend bien. Mais je suis en train de chercher désespérément un exemple autre qui irait un peu plus loin sur Toulouse, mais là tout de suite j'en ai pas en tête. Est-ce que justement, enfin, tu as la particularité de travailler quand même dans 2 cinémas. Oui. Est-ce qu'avec le temps à Montpellier, il y a vraiment des différences qui se sont créées? Est-ce qu'il y a plus de proximité peut-être avec des habitants autour du cinéma? Non. Enfin, nous, je sais pas comment dire. C'est vrai que nous, on s'attache d'abord j'ai l'impression, je vais avoir l'impression de radoter, mais c'est l'actualité des films, les rencontres avec les gens, et du coup, à chaque travail, on recommence en fait. Et du coup, enfin, on n'est jamais un cinéma de quartier. Le concept du cinéma de quartier, c'est un truc qui n'existe pas vraiment, sauf éventuellement dans le cadre d'un travail spécifiquement d'éducation à l'image. Non, c'est intéressant, voilà, de pouvoir mettre les mots aussi dessus, parce que on voit bien que du coup il y a certaines différences avec ce que présentait Marie, qui était vraiment plus ancrée, mais via la mairie aussi, localement, dans le quartier. Donc ça permet de voir aussi les possibilités des différents partenaires et comment la médiation va peut-être être différente. Bah, si tu veux, il y a une proximité géographique de fait qui fait qu'on a des partenaires naturellement privilégiés, mais que par ailleurs c'est pas on se définit pas en tout cas comme appartenant à un territoire fermé, quoi. Je comprends bien. Ouais, moi juste je rebondis un peu là sur le quartier parce que c'est assez rigolo. Je crois qu'il y a 5 ans à peu près, ou 6 ans, je me rappelle plus. On a fait la fête de l'image, nous, ici, là, à Bordeaux Rouge. Là, on s'est appuyé sur les jardins du Muséum, qui est un lieu qui est magnifique, juste à côté d'ici. Donc, on s'est installé donc en juillet là-bas, avec une idée quand même d'essayer de faire des passerelles, justement, avec le quartier. Donc, on a fait le tour du quartier. À l'époque, il n'y avait pas Utopia. Et on a rencontré plein de gens, plein de structures. C'était quand même très difficile. Et ce qu'on a mis en place, nous, qui était complètement barré, c'était de faire des squats ton canap, on a appelé ça. On s'est carrément invité chez des gens, quoi. Voilà. Parce que en fait, à Bordeaux Rouge, il y a quand même des apparts qui sont pas si mal que ça, quoi. Il y en a qui sont assez spacieux, quoi. Il y a des gens qui nous ont ouvert leurs portes, et puis ils ont invité leurs copains. Et puis l'idée, c'est qu'ils regardent des films ensemble sur des courts métrages qu'on leur passait. On en a fait une dizaine quand même, ce qui n'est pas négligeable, quoi. Et tout ça dans un esprit que quand on ferait la fête de l'image, ces gens ils allaient être un peu ambassadeurs du coup ils nous connaissaient et ils avaient envie d'amener d'autres personnes, et ça super bien marché, quoi. Ouais. Voilà, bon, je parle juste d'un essai super qui s'était fait, quoi. C'est un beau témoignage. Enfin, après c'est du boulot. Voilà, c'est du boulot. C'est sûr que c'est plus difficile quand on n'est pas du quartier. Voilà, il y a le temps de découvrir le territoire aussi. C'est la preuve aussi que finalement il n'y a pas, une association qui n'est pas de Bordeaux Rouge. Enfin, on peut y arriver. C'est pas fermé, quoi. Ouf, on peut y arriver. Il y a des messages positifs.
Ah, moi, je trouve, enfin, ce que je disais tout à l'heure est très positif. Voilà, enfin, moi, en tout cas, je le vis comme quelque chose de très positif pour le quartier et pour le cinéma. Rien de fermé, quoi. Oui, parce que c'est vrai que Passeur d'images a une grosse partie qui est liée au territoire. Voilà, il y a vraiment cette volonté de toucher des publics dans les quartiers difficiles, mais aussi dans les zones rurales qui ont parfois moins d'offres. Donc c'est pour ça aussi que les questions se font vraiment avec cet aspect-là. C'est un dispositif qui est soutenu aussi par la politique de la ville. Voilà. Donc il y a toujours ce lien-là au territoire. Je vais vous présenter brièvement le travail qui a été fait cette année en lien avec les séances accompagnées, justement. Donc, je vous le disais tout à l'heure, le dispositif, il est amené à évoluer. C'est un dispositif national, mais à chaque fois, on a des spécificités régionales. Voilà, il n'est pas coordonné de la même manière dans toutes les régions. Pour la région Occitanie, c'est la TRAM qui est coordinateur avec l'appui justement depuis plusieurs années de Cinéma Imaginaire, donc représenté par François aujourd'hui. On a la spécificité, comme quelques autres régions, de développer un catalogue régional. Le catalogue plein air, lui, est vraiment le même pour l'ensemble des coordinations, mais le catalogue de séances accompagnées, lui, est développé en Occitanie. Ce travail a voulu se renouveler un petit peu parce qu'il y avait l'envie de développer aussi, de promouvoir des actions, des films qui soient plus représentatifs de la région et de ce qui se fait ici. Donc ce travail s'est fait cette année avec comme partenaire Occitanie Film, la Créamp aussi, puisqu'ils nous proposent une sélection de courts-métrages qu'ils ont montés en commun, donc qui s'appelle Point de Courte, que certains connaissent peut-être déjà. Il y a eu la volonté cette année d'amener plus de courts-métrages aussi. Donc Christophe le disait tout à l'heure, en effet, il y a un parcours vidéophage qui est proposé dans le catalogue. L'idée, c'était pas seulement de faire un listing de films où parfois, justement, les structures jeunesse ont parfois du mal à choisir parce que c'est pas leur métier, tout simplement. Sauf quand ils sont très bien accompagnés par les partenaires, par les salles, ça se passe très bien, mais malheureusement on n'est pas toujours dans le format idyllique aussi. Donc l'idée de ce catalogue, c'était de leur permettre d'avoir plus de repères, en leur offrant aussi l'ouverture sur différentes thématiques, donc des mots-clés qui vont les aider à choisir. On a une quarantaine de propositions à peu près, qui sont dissociées en fiction, documentaire, court-métrage, mais aussi des ciné-concerts. Voilà. Donc dans les propositions de court-métrage, je citais donc les vidéophages, Point de Courte. On a aussi une petite structure locale qui s'appelle les Zooms Verts, qui existe depuis un certain temps. Le principe, c'est que les porteurs de projets vont pouvoir choisir dans ce catalogue avec l'appui des salles. Et ensuite, on a développé tout l'aspect intervention. Ils pourront choisir non seulement un film, mais aussi un intervenant qui est associé au film et la découverte d'un métier. Donc, chose qui n'était pas faite auparavant, c'est vraiment cette classification aussi par métier et par intervenant qui permet une ouverture un petit peu plus large. Voilà. Donc, le principe de la séance accompagnée, c'est ce choix de film et cette rencontre avec un professionnel. C'est vraiment ça. Est-ce que justement c'est un travail que vous avez l'habitude de faire parce que vous avez votre propre programmation? Est-ce que vous avez l'habitude aussi d'aller piocher dans d'autres catalogues et d'avoir ce travail en commun avec des structures? Est-ce que pour vous c'est une difficulté justement Alors, non, c'est pas une difficulté. Déjà, quand un interlocuteur vient me voir avec une idée de film, une idée d'atelier, un projet, etc., déjà, je me dis que on va travailler ensemble et que je vais pas être seulement un prestataire.
Et donc déjà, c'est un premier point super encourageant, positif, motivant. Après, oui, il peut y avoir des fois des contraintes un peu plus techniques ou juridiques, parce qu'ils peuvent avoir des fois... Il peut y avoir des fois un décalage entre leurs envies et ce qui est réellement possible de faire. Il faut parfois faire aussi beaucoup de pédagogie, expliquer que c'est pas parce qu'un film est disponible en DVD chez un marchand de DVD qu'on peut le passer au cinéma. Voilà. Donc il y a des envies et c'est très agréable. Des fois, ça peut prendre un peu plus de temps quand les films sont pas faciles d'accès, mais matériellement, on va dire. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que c'est super motivant de travailler dans ces conditions-là quand ça roule, quand ça déroule. Arnaud, tu voulais intervenir, je te voyais. Ouais, non, je dirais que c'est une part énorme de mon travail, de notre travail de programmation en fait. Effectivement, on passe beaucoup de temps, pas mal de temps en tout cas, à farfouiller dans les catalogues divers et variés qu'on peut glaner, les catalogues thématiques, avec en ligne de mire malgré tout l'idée que de toute façon il faudra arriver à voir les films avant, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent finalement, avant de décider de les programmer. Et puis après, notre catalogue préféré étant celui qu'on se constitue finalement entre les différentes salles. Tu vois, quand on est dans un... Voilà, je vais prendre l'exemple de Montpellier, puisqu'ici, ça n'a pas existé depuis assez longtemps, mais Montpellier, en moyenne à l'année, il y a 3 rencontres par semaine qui sont pour l'essentiel des séances uniques. Donc ça veut dire qu'on passe notre temps à chercher un film, un support, un document, essentiellement des documentaires. Et c'est assez génial. Et tu vois, tu parlais de ce qui est juridiquement possible. On fait l'impossible de temps en temps pour rendre juridiquement possible quelque chose qui, a priori, l'était pas. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a les films qu'on peut passer dans les salles qui ont un numéro de visa, du CNC, machin. Je crois qu'on doit faire partie des salles, à Montpellier en tout cas, qui détiennent une espèce de record de demande de visa temporaire auprès du CNC. Mais c'est génial à faire en fait. De trouver le film, de le voir, de trouver l'ayant droit, de lui demander l'autorisation, d'envoyer le mail au CNC et in fine d'avoir rendu possible une projection qui théoriquement l'était pas. Et après, ce qui est... Enfin, moi, je trouve que depuis le passage au numérique, il y a eu plein d'effets assez pénibles dans nos professions. Mais s'il y a un intérêt, c'est que aujourd'hui, on peut tout se permettre. Techniquement, on peut tout passer sur un écran de cinéma. Tout est ouvert. Il n'y a pas de... Donc, moi, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a énormément de terrain à explorer. Et, donc voilà, il y a les catalogues, puis il y a tout. Bref. Toutes les ouvertures possibles. Ah, mais c'est génial comme le champ des possibles est immense, quoi. Voilà. C'est vrai que voilà, nous là on rentre dans un je parle même pas je parle même pas des films de plateforme qui fatalement un jour ou l'autre vont arriver sur les écrans et ça sera encore meilleur, quoi. Pardon. Non, mais il y a pas à s'excuser. Tu réponds voilà aussi au sujet. C'est agréable de mieux cerner comment fonctionne une salle. Parce que ce qui est difficile aussi pour les partenaires parfois, c'est de bien comprendre le rôle, les possibilités. Voilà, tout ce lien avec le CNC qui peut être très opaque pour une structure jeunesse. Voilà, c'est là où vous avez votre rôle justement dans ce trio de partenaires. Oui, après d'expérience, je sais aussi que tout le monde, mais même dans l'exploitation, tout le monde ne sait pas qu'il y a que cette possibilité-là est offerte quand même. C'est-à-dire, moi, des fois, je suis assez sidéré de discuter avec des exploitants ou des programmateurs qui ignorent même qu'on peut demander un visa temporaire au CNC pour une projection d'un film qui n'a pas du tout été pensé initialement pour le cinéma. Et alors que de mon point de vue, un film, à partir du moment où on l'amène devant un public, on est au cinéma, quoi. Il n'y a pas de problème. Mais il y a un gros travail d'éducation à faire de ce côté-là, mais auprès des professionnels, quoi. Ok. Alors justement, je vais poser la grosse question. Pourquoi aller au cinéma en fait ? Quel est le plus ?
Parce qu'en ce moment, voilà, on voit bien tous les débats qui surgissent. On voit des films un petit peu partout. Tout à l'heure, François, il parlait de ce cérémonial. Est-ce que vous avez d'autres aspects à un peu défendre? Voilà, pourquoi venir en salle? Je ne sais pas si c'est comme la messe, mais en tout cas, c'est... Je sais pas pourquoi il faut aller au cinéma, mais les gens viennent au cinéma. Tu vois, on s'est rendu compte, les 2 déconfinements, enfin, non, il y en a eu qu'un. Il y a un gros déconfinement, un vrai déconfinement. On s'est rendu compte que les gens retrouvaient assez facilement. En fait, c'est juste le fait d'être, ce qui était dit tout à l'heure, le fait d'être ensemble, de vivre une émotion ensemble. C'est pas la même chose que de la vivre seul chez soi. C'est flagrant quand tu passes une comédie et que tu te marres pas de la même façon devant ta télé tout seul, où tu vas peut-être un peu ricaner machin. Et quand tu es dans une salle blindée, et que là c'est un vieux souvenir que j'ai en tête, mais d'avoir programmé à Lyon une nuit à l'opéra des Marx Brothers, et on était assis par terre dans les travées, il n'y avait plus de place, et je crois que même les interludes qui étaient soi-disant romantico, cucu, mais on se marrait autant. Enfin, il y a une espèce de rire communicatif. Voilà, l'émotion en tout cas qui est ressentie. Et ou à l'inverse, quelque chose qui est prenant, un film qui est prenant. Il y a la tension collective, elle est palpable dans une salle. Mais c'est vrai au cinéma, c'est vrai au théâtre, c'est vrai. Voilà, le spectacle collectif, c'est quelque chose d'assez génial. Et du coup. Enfin voilà, moi aucune inquiétude sur l'avenir de nos métiers, et on vit pas du tout comme une menace ou comme un danger, en tout cas le fait que les plateformes deviennent on essaye de nous les vendre comme un danger, c'est au pire ils sont en train de prendre la place de la télé d'une certaine façon, ou de devenir complémentaires de la télé, mais c'est pas plus que ça, et c'est pas plus violent que ça, quoi. Est-ce que peut-être vous vouliez avoir une réaction là-dessus aussi? Alors moi je dirais que la raison pour laquelle je vais au cinéma et la raison pour laquelle j'ai envie de donner aux gens de venir au cinéma, c'est effectivement ce cérémonial. C'est-à-dire que je trouve que de savoir qu'un film sort, de prévoir d'y aller, de regarder à quelle heure on va y aller, de commencer à se préparer pour se dire faut surtout pas que je sois en retard, de prendre son ticket, le cérémonial, de choisir sa place dans la salle et d'en sortir et de rentrer chez soi, rien que ça, évidemment qu'on peut regarder un film dans son canapé et c'est ce qu'on fait tous depuis un an, mais on a besoin, je trouve, de ce rituel parce que sinon, on consomme, on zappe, on change de film, finalement il me plaît pas, ou je le finirai demain, etc. Aller au cinéma, c'est se plonger dedans, c'est s'y consacrer 2 heures avant parce qu'il faut arriver à l'heure et puis pendant et voilà. Et moi c'est ce qui me manque. Et je crois qu'il y a une autre chose, en tout cas, c'était mon cas quand j'étais plus jeune. La raison pour laquelle j'allais au cinéma, c'était aussi un sentiment d'indépendance. Et je crois qu'aujourd'hui, nos jeunes qui sont beaucoup à la maison aussi, vont retrouver ce sentiment d'indépendance, d'autonomie, de choisir leur film sans leurs parents, peut-être de faire un peu les idiots pendant le film ou peut-être pas, mais d'être dans le noir, pareil, et aussi de choisir leur place sans que leurs parents leur disent « mais toi là, on sera mieux ». Et je crois qu'on a tous envie, moi je me rappelle de ça en tout cas quand j'étais ado, et je crois que ça c'est un truc qui se démode pas, sans parler voilà, de la bande qui va au cinéma, des copains, des copines. On y va pour se retrouver, quoi. Même si on parle pas, et même si on se tait pendant le film, on est ensemble, on est quand même en collectif. Ça donne envie. Merci. Enfin voilà, ce qu'on concerne, c'est vraiment cette idée d'autonomie, d'indépendance. Ce que je ressors de ton intervention, Arnaud, c'est cet aspect sensible aussi, de la sensibilité qui est complètement différente et peut-être décuplée du coup par le contexte. Juste une toute petite chose, c'est que quand tu es devant une télé ou une plateforme, finalement, on flèche tes désirs. Tu as le principe des algorithmes, il y a un côté comme ça d'obligation et de culture dominante, et que alors là pour le coup c'est spécifique à nos travails, je pense, et on a parlé tout à l'heure de confiance, de relations de confiance qu'on fait avec les spectateurs, mais c'est aussi t'as dit pourquoi moi je vais au cinéma. Pourquoi moi je vais au cinéma, c'est pour aller découvrir des choses que je connais pas en fait. Et justement, ce que j'irais pas, que ce soit une culture que je connais pas, que ce soit une cinématographie que je connais pas, un pays que je connais pas, un machin, plein de choses que je connais pas, quoi.
Voilà. Et ça, devant une télé, finalement, c'est beaucoup moins facile. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez essayé de vous balader dans les interfaces de Netflix pour trouver un truc étonnant, en fait. C'est impossible d'être étonné. Puisque justement, tout est fait pour calibrer ton désir, quoi. Voilà. Est-ce que, Christophe, tu as envie de nous dire pourquoi tu vas au cinéma? Pourquoi je vais au cinéma? Non, mais moi je rejoins tout ce qui a été dit, bien évidemment, quoi. Puis, mais après, moi, je dirais que, enfin, pour moi, le plus important, c'est être ensemble, voir film avec des gens, quoi. Et puis après, en parler. Alors pour moi, alors c'est vrai que là, je vais rejoindre les vidéophages. Nous, on associe le cinéma au bistrot parce qu'après, on aime bien boire des coups. Je sais pas où vous en êtes, vous, Utopia, là, de votre bar. C'est vrai que j'ai vu Les Misérables, par exemple, chez vous, là, tiens, je me rappelle. Je suis sorti de ce film un peu dur, quand même. Parce que j'avais envie, c'est d'aller au troquet pour... Ah, putain, j'ai trouvé que des kebabs à côté. J'étais déprimé. J'avais l'impression d'être encore dans le film, quoi. Enfin, bref. Je caricature, mais à peine. Je crois que c'est vachement important de voir des films à plusieurs et après de pouvoir en parler, de prendre ce temps et de voir un peu nos émotions. Et je sais qu'en ce moment, c'est carrément, moi, j'en peux plus, quoi. Enfin, je sais pas vous. Enfin, moi, je regarde pas Netflix, j'en ai ras-le-bol, de toute façon. Et en ce moment, il y a encore pire que ça. C'est la plupart des festivals se font en ligne. Ouais. Donc, voilà, nous, par exemple, un festival où on aime bien aller avec les vidéophages, c'est au festival de Clermont-Ferrand, qui est un festival de courts-métrages. Bon, alors regarder des courts-métrages qu'on connaît pas tout seul devant sa télé, on s'est trouvé ça super nul. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a on a loué un gîte, on a mis un grand écran dedans et on a invité tous les potes à venir les voir. Et au moins, on a recréé par là un début de quelque chose, quoi. Après, il n'y a pas le côté festival où tu rencontres aussi les gens, où tu vas te balader. Et je rigole pas quand je dis le bistrot, qui me paraît super important, quoi. Donc, j'aime bien aller au cinéma pour boire des coups. Ça, je crois qu'on l'a bien compris. Non, mais c'est vrai que voilà, comme on le disait, c'est un lieu de rencontre aussi. Donc la rencontre, elle se fait pendant le film et après. Donc, est-ce que je vais offrir l'opportunité à François éventuellement d'intervenir une dernière fois. Après, on passera aux éventuelles questions en ligne. Bon, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, hein, le cérémonial, d'aller voir un film dans la salle de cinéma, pour moi, c'est vraiment essentiel. Ce qui a peut-être pas été abordé encore sur l'unicité de la salle de cinéma, c'est que quand même, on a une qualité d'image et de son qu'on ne verra jamais chez soi sur un écran de télévision. Donc, moi, j'ai déjà vu des films où je n'ai absolument pas vu le même film sur une télévision et dans la salle de cinéma où j'ai découvert des détails. Je sais pas moi, un film de Griffith où il y a plusieurs milliers de figurants sur une télé, on voit rien du tout, quoi. Donc, il y a aussi ces critères quand même techniques et pratiques qui sont absolument indispensables à la bonne réception de film. Donc, moi, je suis très confiant dans la survie de la salle de cinéma, hein. La peinture a résisté à l'arrivée de la photographie. Le cinéma résistera. Le cinéma en salle, hein, le lieu de vie que constitue une salle de cinéma, résistera à toutes les plateformes, hein. Merci pour cette dernière intervention, François. Je passe donc rapidement. Je vois qu'il y a quelques questions en ligne et notre heure et demie ensemble est déjà écoulée. Donc on va terminer rapidement. Je vais poser quelques questions. Je vois qu'il y a des grandes questions. Comment expliquer aux jeunes l'importance des salles de cinéma ? On est un petit peu revenu dessus. Et plus encore d'arrêt-essai, alors qu'elles ont été déclarées non essentielles par les instances officielles. Alors, c'est vrai qu'on a parlé très rapidement qu'il y avait une proposition de programmation d'arrêt-essai. Est-ce qu'il y en a un de vous qui souhaite davantage revenir là-dessus ? Alors, moi, je voudrais juste éventuellement intervenir sur la partie comment expliquer aux jeunes l'importance du cinéma en salle. Quand je rencontre des collégiens ou des lycéens et qu'on en parle justement, parce que je leur pose la question est-ce que vous allez au cinéma ? Oui, non. Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi ? Et puis pour essayer de discuter.
une des choses en tout cas que je leur dis, parce que d'aller leur dire allez avec vos copains en salle et puis vous serez en bande et ça va être sympa, bon ça ils le savent je pense, mais après moi ce que j'aime bien aussi leur expliquer c'est un petit peu la décomposition du prix d'un ticket de cinéma et leur expliquer qu'en gros quand ils vont au cinéma ils sont coproducteurs du film suivant. Alors bon, c'est lointain, c'est du long terme, c'est pas abstrait parce que voilà, il voit bien comment on découpe un ticket de cinéma, mais bon, c'est une des choses que j'essaye en tout cas de leur faire comprendre et sans du tout donner de leçons. J'explique aussi que le piratage nuit au film à venir, au film suivant. Donc bon, après ils en font ce qu'ils veulent, peut-être qu'ils vont au cinéma du coup qu'une seule fois par an, mais bon, c'est en tout cas je trouve quelque chose que les gens en général et les jeunes en particulier savent pas forcément. La parole 30 secondes, je vous trouve super optimiste avec le cinéma là. Moi en fait j'ai super peur, non, je vous le dis franchement quoi. Moi je vois Toulouse, il y a quoi, il reste Utopia, l'ABC, le cratère, on va dire. Hein. Les autres. Oui, l'américaine cosmographie, excuse-moi. Hein. Je les mettais ensemble. Voilà, non mais c'est pas beaucoup quoi pour une ville comme Toulouse. Hein. Faut pas non plus se leurrer quoi. Les cinémas, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est une espèce de multiplex à la noix qui se mettent à la sortie des villes, à côté des carrefours et enfin c'est la même consommation. Moi, ça me fait peur. Ce cinéma-là, par contre, me fait peur. Voilà, je tiens à le dire. Moi, j'ai pas peur. Même pas peur. Non, mais si, quand même, vite fait pour là-dessus. Tout l'enjeu de notre travail. Enfin, tu vois, Utopia, c'est rigolo, hein, parce qu'on en parle pas mal en ce moment entre nous, mais ça s'est constitué au départ. Je me souviens, les statuts au début, c'était même une association. C'était proposer une alternative à la domination des trusts. On appelait ça comme ça à l'époque, tu vois. Et en fait, on est toujours là. Ça fonctionne et je pense que voilà, je pense que il y a un truc formidable qui s'est passé quand même, qui a été peu noté, mais qui s'est passé quand on a fait le déconfinement, c'est que d'un seul coup, on s'est rendu compte que le modèle dominant, celui que tu viens de décrire, celui qui te fait peur, il était beaucoup plus fragile que le nôtre. C'est-à-dire que d'un seul coup, les multiplex, les circuits, même les cinémas qui font une programmation généraliste et qui sont dont les résultats sont liés à cette programmation-là, tu les prives de blockbuster pendant 15 jours et d'un seul coup, c'est la panique totale. Voilà. C'est les 70% de baisse d'activité, d'entrée, nanana. Dans le même temps, alors tu vois, on a perdu des entrées, il n'y a pas de problème, mais on résiste beaucoup mieux parce qu'on n'est pas sur le même frange de programmation. Et on a bien vu les films qu'on programme naturellement, d'un seul coup, on les a retrouvés partout à l'affiche, de UGC, CGR, il y a quoi encore, Mégarama, Gaumont, tout le monde s'est jeté dessus, et ils faisaient des résultats, mais c'était pitoyable, c'était catastrophique. En fait, c'est pas le, voilà, parce que pas d'accompagnement, parce que pas de, voilà, c'était vraiment une programmation par défaut, quoi. Donc peut-être aussi que l'idée de se dire l'avenir, c'est de construire des cinémas à taille humaine, d'arrêter cette putain de concentration. C'est la même logique qu'il y a entre les supermarchés, les hypermarchés et les commerces qu'on pourrait disperser. Enfin, tu vois, c'est des politiques d'aménagement du territoire, quoi. Je suis complètement d'accord. Et en fait, ouais, mais moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est que on a vu cette année, tu vois, cette crise a montré que finalement notre modèle était plus viable que le leur. Enfin, champagne. Je vais remercier le rebondir Covid, un mais petit peu là-dessus. tu vois, il y a un truc, quoi. Dans... Sinon, il y avait sur la RSM, et c'était quoi la partie de la question sur la RSS, excuse-moi? Alors, je vais reprendre. Comment expliquer au jeune public l'importance des salles de cinéma et plus encore d'arrêts-essais, alors qu'elles ont été déclarées non essentielles. Je vais m'ouvrir à la production locale, parce que je vois qu'il y a aussi une question sur la production locale. Comment continuer à mettre en valeur la production locale? C'est aussi un peu lié à l'arrêt-essai. Mais en fait, cette histoire d'essentiel, non essentiel, c'est un faux débat. C'est un peu une bêtise, et ça permet aussi comment dire,
de se pousser du col. Moi, je pense vraiment qu'aujourd'hui, les lieux qui reçoivent du public, c'est peut-être pas totalement aberrant qu'on en restreigne l'accès. Il y a quand même un moment où la situation sanitaire est telle que on va pas réclamer à corps et à cri des brassages de population. Voilà, ça c'est mon. On attend avec impatience de rouvrir, hein, je Bien précise, sûr. mais on veut le faire de façon responsable, quoi. Voilà. Et je crois pas du tout que les cinémas art et essai soient moins essentiels que les cinémas commerciaux ou les autres. En vrai, quand on construit des cinémas, on se dit pas on va construire un cinéma art et essai. On veut construire un cinéma avec la programmation qu'on a envie de faire. Et il se trouve que la logique de programmation qu'on va mettre en place va se retrouver avec ce label, mais comme c'est un label qui est donné sur travail effectué, c'est pas gagné d'avance, hein. Enfin c'est pas une fatalité, je veux dire. Voilà, c'est tout ce que je voulais préciser. Est-ce que vous avez un dernier mot par rapport à vraiment la production locale? Est-ce que vous mettez des choses en place? Ouais, c'est cool la production. Enfin, nous, on bosse à Montpellier avec Occitanie Film beaucoup, en fait, et notamment sur le court-métrage. Et c'est assez bon art quand même, voilà, d'accueillir d'avoir des jeunes, c'est pas que des jeunes d'ailleurs, mais en tout cas des techniciens, des réalisateurs, des gens qui viennent découvrir, qui n'auront pas tant que ça l'occasion de voir leur film sur grand écran en fait, et de les avoir dans une salle. Et ça, il n'y a pas de raison que ça se fasse plus en fait. Marie, peut-être un dernier mot là-dessus? Oui, mais nous aussi, c'est vrai qu'on travaille aussi beaucoup sur cet axe, déjà grâce au soutien de la Créamp, parce qu'il y a une mission spécifiquement liée au soutien film régional, soutien film Occitanie. Et donc, quand les films sont bons, quand les films sont pour nos salles, donc en l'occurrence avec une sensibilité à réessai, hein, on organise effectivement. Alors, dès que possible, le plus tôt possible, on essaye d'organiser des focus un peu sur ces films-là, soit avec des visites de tournage, soit si c'est des films d'animation, des visites de plateau, etc. Et puis après, on suit la vie du film tout au long de sa fabrication jusqu'à la sortie en salle et où on arrive à faire des rencontres. Là, la dernière en date, parce que entre les ouvertures et les fermetures, on ne sait plus trop où on en est, mais moi j'ai un souvenir magique d'une projection de Joseph avec son réalisateur et son scénariste qui ont pris leur bâton de pèlerin et qui ont fait le tour de France. Mais c'est vrai que dans la région, ça avait un sens tout particulier. Alors, je suis désolée, on va devoir couper. On a écoulé le temps. Je sais qu'il y a d'autres questions. On essaiera d'y répondre donc après le direct. Je voulais remercier l'équipe de TV Bruit qui nous permet d'être en direct justement aujourd'hui. Je voulais rappeler aussi les soutiens du dispositif. Voilà, ils sont pas représentés aujourd'hui, mais Passeurs d'images, on est soutenu par la Direction régionale des affaires culturelles et en particulier, on collabore avec les conseillers cinéma et avec la politique de la ville, comme on l'a exprimé tout à l'heure. On est soutenu également par la région Occitanie et par l'ANCT. Donc la cohésion des territoires. Voilà. Je rappelle qu'il y a un deuxième rendez-vous donc cet après-midi à 14h qui sera davantage sur la restitution des créations qui ont pu se faire en 2020. Et on vous présentera un petit peu le travail d'expérimentation qu'a fait la Trame cette année par rapport à ces créations. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir été présents, voilà, à distance ou pas à distance, mais en tout cas d'avoir essayé de maintenir un rendez-vous ensemble, même si c'est pas dans les meilleures conditions. Merci.